malheureusement, la situation au Congo-Brazzaville ne soit pas plus, comment dire, su et connu dans le débat public. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de relativisme. On compare avec d'autres pays qui défraient la chronique parce qu'il y a des coups d'État dans la période récente, pas dans la même partie du continent africain. Et je pense que c'est extrêmement important que les diasporas, ceux qui ont des attaches avec le Congo-Brazzaville, permettent, et moi c'est à travers les réunions que vous faites ici, d'éclairer. Voilà, bonjour à tous et merci d'avoir fait le déplacement en ce samedi où les gens sont censés se reposer, question de récupérer de la longue semaine passée à vaquer aux occupations. Vraiment, le CRC vous remercie vivement d'avoir fait le déplacement. Voilà, il va être question donc des crimes économiques en République du Congo où il est question d'une nébuleuse qui a pris à bras-le-corps la gestion de la République et où ils ont planqué plus de 222 milliards de dollars, soit 133 000 milliards de francs CFA, planqués dans les paradis fiscaux, dans des bas de laine, dans des cimetières et dans des églises. Parce qu'ils ont un réseau de pasteurs organisé et à travers le monde, où ils planquent l'argent des Congolais. Le Congo, c'est 342 000 km² de superficie pour 5 millions d'habitants. 10 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 2% d'exploités. Un réseau hydrographique important avec deux principaux affluents qui drainent deux grands bassins. Le fleuve Congo au nord avec 30 000 mètres cubes par seconde de débit et le fleuve Kwilu-Nyari au sud avec autour de 1500 mètres cubes par seconde de débit. Un sous-sol riche, extrêmement riche et inexploré. Tout cela suscite des convoitises. C'est ainsi que, aidé par Jacques Chirac, ancien président de la République française, José Eduardo dos Santos, ancien président de la République angolaise, les troupes angolaises, tchadiennes, rwandaises, les ex-Hutus, les ex-phases de Mobutu, les milices Cobra, les ninjas, les mercenaires français, M. Sassou Nguesso, Denis, vint à bout du peuple congolais et de la démocratie congolaise naissante. Après d'âpres combats, des milliers d'innocents tués sur l'autel de la gloriole, de la reconquête du pouvoir et récupéra son trône perdu auparavant par les urnes. Slide suivant. Depuis lors, sont légion les coups d'État constitutionnels. Donc, les constitutions taillées sur mesure, la triche avec le bourrage des urnes au référendum, les élections truquées, les opposants challengeurs muselés et jetés en prison, pour certains même tués, la complicité avec la complicité du pouvoir judiciaire, parlementaire, des médias, des partis d'opposition, du Parti congolais du travail, de la société civile, des lobbies des réseaux mafieux étrangers, maladroitement appelés communauté internationale. Donc, une kleptocratie a pris place au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire une corruption généralisée. Et cette kleptocratie a été instaurée comme mode de gouvernement. L'obumitrie avec pour point d'orgue la promotion de la racaille au détriment de la méritocratie, c'est ce qui gouverne le Congo.
avec la promotion canapé, vous constaterez que tous ces responsables qui sont aux affaires, ils ont des canapés dans leur bureau. Et chacun y passe. Tous ceux qui sont dans le besoin, à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un petit radis, les collaborateurs, les collaboratrices. Et c'est des deux sexes. On vous prône les antivaleurs, alors que c'est eux-mêmes qui sont en fait les chefs d'orchestre de la promotion de ces antivaleurs sur le terrain, et même des pratiques de ces antivaleurs au quotidien, dans les familles, autour d'eux, dans leur entourage, les collaborateurs, etc. La coercition avec le conseil de surveillance, la centrale d'intelligence et de la documentation, une police armée et une armée tribale dite républicaine, des milices transformées en bébés noirs, des Rwandais, des mercenaires, et même des étrangers, des Rwandais et les autres qui ont intégré Chambicho, mais avec des noms à consonance du village. Le cumul prohibitif éhonté des mandats au sommet de l'État pour garantir, protéger et sécuriter les intérêts. Je vous présenterai le cas de M. Henri Bouka, qui est président de la Cour suprême, responsable de la commission électorale, et il est membre du Parti congolais du travail. Faites les élections, vous verrez qui gagnera. M. Maurice Mavungu et Denis Gokana. Denis Gokana, qui lui est conseiller du chef de l'État aux ressources naturelles. Il est président de AOGC, cette société nébuleuse qui concurrence la société dite nationale des pétroles du Congo. Je vous présenterai un peu plus tard le scandale qui se fait à ce niveau dans le partage du pétrole congolais auprès de ces sociétés qui ne payent, n'émargent même pas au budget de l'État dans le cadre des impôts. Monsieur Théodore Ikiemo, qui lui est rapporteur de la commission, comment on appelle, la commission finances, économie et finances à l'Assemblée nationale. Il est aussi patron de la CCA, Caisse congolaise d'amortissement, chargé de régler et de gérer la dette publique. Monsieur Mavungu Maurice, qui est vice-président président de cette commission économique et finances du Parlement. Il est adjoint de M. Gokana à AOGC. Et M. Gokana, lui, il est adjoint de M. Mavungu à la commission parlementaire économie et finances. Et il est président donc, de AOGC. Et il est aussi conseiller du chef de l'État. Il y a plusieurs cas comme ça. Vous avez M. Wilfried Nguesso, qui est pasteur, qui est président-directeur général de Socotram, avec au départ de l'argent de la République du Congo, l'argent de Total, de Delph et de Saga. Mais ils ont créé une société ensemble et les autres ont commencé à se désengager en lui laissant la paternalité donc, de la gestion de cette entreprise qu'il a appelée WGN, Wilfried Nguesso Corporation, quelque chose comme ça, enregistré au Liechtenstein. C'est-à-dire qu'on prend un pourcentage dans les bateaux qui accostent à Pointe-Noire ou au départ de Pointe-Noire qui vont à l'extérieur, sont frappés d'une taxe que perçoit M. Wilfried Nguesso pour renflouer les comptes de la famille. Et il gère ça comme tel. Voilà. Donc, le Congo, confortablement installé dans son royaume, affublé de sa boulimie du pouvoir et de ses réseaux mafieux, il décida tout seul de changer les armoiries de la République, héritées des pères de l'indépendance, en y insérant le symbole de ses croyances lugubres, notamment l'éléphant, signe de puissance, d'indétrônable, de suffisance. Le voilà qui marche inexorablement vers son chemin d'avenir, vers sa nouvelle espérance, ou plutôt vers l'enfer, un réel chemin de croix pour tout le peuple congolais. Slide suivant. Organisation non exhaustive du cartel mafieux. Vous avez au sommet de l'État. En fait, c'est lui-même qui tire sur les manettes, sur les ficelles, parce que les affaires sont ses affaires à lui et il utilise ses pions que sont
les gens qui sont autour de lui, ses conseillers, sa famille, ses ministres et tout ça. Et les autres, les partis politiques, certains qu'on a, les chefs de quartier, les chefs de village, à qui l'État paye un pécule, voilà, intégré dans le budget pour faire la, la part belle au prince, voilà, qui a pris le pays en otage. Donc, vous avez lui-même qui est au sommet de l'État. Il est affublé de 3 conseillers funestes que sont Monsieur Denis Gokana, Monsieur Ebata Lucien et Madame Françoise Joly, qui gèrent les ressources naturelles. Ils gèrent les ressources naturelles aujourd'hui, comme avec Orion Gate, Monsieur Ebata n'est plus d'odeur de cet été, c'est Madame Joly qui a pris le relais sur l'axe Dubaï. Et les voilà qui vendent donc les cargaisons de pétrole à qui mieux mieux. Maintenant, M. Gokana, qui est le chef d'orchestre au centre de toutes ces transactions, c'est lui qui gère, enfin, c'est lui qui conçoit et met à exécution avec leur mentor. Donc, le pétrole congolais se trouve donc entre les mains d'une caste et chacun, il se le partage comme ça. Voilà, vous verrez par la suite comment c'est partagé. Ensuite, vous avez le ministre des Hydrocarbures, le directeur de la société dite nationale gérée par M. Raoul Ominga et Congorep. Congorep qui est un consortium de Perenco et de la société dite nationale avec les sociétés bidons qu'ils ont créées à la va-vite en la faveur de ce qu'ils ont appelé congolisation de l'activité pétrolière, en y insérant AOGC, qui est la société de M. Sassou Nguesso, EMLA, qui est la société de 2 Norvégiens associés à M. Sassou Nguesso et sa famille, Continent, qui est la société de M. le ministre Toscan et Yaya Moussa, qui était le représentant du FMI au Congo à l'époque. Ils avaient fait un montage pour présenter une fausse comptabilité au FMI pour que le Congo puisse intégrer l'initiative PVTE. Sa dette a été annulée et en guise de récompense, ils ont créé Continent qui siphonne l'État congolais à hauteur de 4 milliards, quelque chose comme ça, chaque mois. Vous avez Petro-Congo, qui est la société de la famille, vous avez IFOURET, vous avez CFCP, vous avez CECP plutôt, vous avez MNE, vous avez Petroleum, vous avez Petroquilou. Voilà les sociétés bidons qui ne payent rien à l'État comme au titre de taxes, qui ne forment aucun Congolais dans l'activité pétrolière, aucun cadre. Ils travaillent plus avec des anciens de Total, des retraités de Total, des NI, et des consultants camerounais et nigérians. Voilà, au lieu d'avoir une politique digne de formation des cadres avec une société digne qui permettrait effectivement de former les cadres dans toute l'étendue du territoire, les différents départements que nous avons. Non, mais c'est une famille qui se trouve comme rehaussée, qui est mise en exergue, et les noms circulent partout. Voilà, un tel. Ils changent de poste comme si on changeait de partition au, au, au désir des uns et des autres, parce que si à tel endroit il n'y a plus assez d'argent, ben, ils se retrouvent ailleurs. Je vous prendrai l'exemple de celui qui était apparemment le patron de l'aval pétrolier à la SNPC, qui se retrouve ambassadeur en Côte d'Ivoire. Vous avez dernièrement monsieur le conseiller aux hydrocarbures du Premier ministre qui se retrouve maintenant patron, je ne sais pas quoi, de Laval ou quelque chose comme ça. Ils ont refait leur... Je ne sais pas si j'ai bonne souvenance, mais ils ont refait l'organigramme soi-disant du ministère pour booster la production. C'est comme si c'est dans un ministère qu'on peut booster la production de pétrole d'une république. Bref, la gestion du pays est chaotique avec cette bande de mafieux. Donc, il est question donc de 133 000 milliards de francs CFA qui se trouvent donc dilapidés avec ce réseau. Vous avez les mines avec M. Pierre Auba et les sociétés bidons comme Soremi, Sintoukala, Potash, SE, Congo Mining,
Mining Project, projet de développement Congo, société d'exploitation minière Yuan Dong, CEMID SARL, et puis toute une kyrielle de sociétés traditionnelles dans l'orpaillage et dans la recherche du diamant que personne ne contrôle sinon que eux-mêmes. Et toutes ces sociétés ne versent que 500 millions de francs CFA au budget de l'État. Vous avez le bois avec M. Njombo qui a cédé sa place à Mme Matondo, mais avec Taman Industries, avec CIB Olam, avec Cefid Industries, comme on a vu dans les hydrocarbures, comme on appelle dans les mines, mais là au niveau forestier, au niveau de Wesso, vous avez la Sycophore, et puis vous avez Asia Congo Industries, la CIB S, qui verse à peine 8 milliards de francs CFA au budget de l'État. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le pétrole, ben, le Congo coulerait, quoi. Alors que le bois coule à flot tous les jours. Et vous avez le funeste ministre des Grands Travaux qui, lui, il est coté au niveau de l'axe chinois. Ils ont créé des sociétés en partenariat avec les Chinois pour venir faire les grands travaux au Congo qui n'ont abouti à rien. Aujourd'hui, nous constatons les éléphants blancs. Et tout cela, ça pèse sur le budget de l'État et sur les Congolais parce que, contrairement à ce qu'on aurait cru penser, au lieu de développer le Congo, en 26 ans, 27 ans, depuis qu'il est revenu après la guerre, ben, le Congo sombre. Voilà. Donc, le résultat est là. Vous avez Ondongo qui était ministre des Finances à l'époque, qui ont pillé la République, qui se retrouve conseiller spécial du chef de l'État. Bref, c'est un gouvernement bis qui se retrouve autour du dictateur national parce que, bon, on ne peut pas avoir 60 ministres. Les autres qui ont été remerciés, ben, ils se retrouvent autour de lui comme pour ne rien faire, en fait, pour qu'il soit pris en charge par l'État. Et vous avez le fils qui est à la coopération internationale, qui passe son temps à voyager, aller signer des contrats bidons. Nous avons le cas de Diam Niado au Sénégal, où on avait vu que effectivement un projet intéressant est sorti sous terre, alors que le Sénégal n'a rien à envier aux Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe qu'au Congo, tout ce que ces gens-là font ne marche pas? Il faut se poser cette question. À la fin, vous avez les différents ministres des Finances qui se sont substitués à M. Ondongo, notamment Ngatse et comment il s'appelle l'autre qui était secrétaire général. Le nom ne me revient plus trop. Voilà, qui gère les finances aujourd'hui. Mais bon gré, mal gré. Hein, voilà. Et vous avez Eni, qui est aussi au centre des catastrophes économiques que nous constatons au Congo, avec un contrat de gré à gré qui avait de 1000 milliards qui avait été signé dans le cadre de la centrale électrique du Congo. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'appel d'offres comme tel. C'est un gré à gré qui a été signé entre les deux. Et aujourd'hui, Eni, par exemple, a cédé les champs de Luango et de Zachi. Mais qui a récupéré? C'est le fils de M. Descalzi, qui a pour épouse une Congolaise. C'est son fils qui a récupéré le champ et qui est en train de le gérer avec un conglomérat de Ludoil et de je ne sais pas quelle autre société encore, la société dite nationale, et les autres qui sont dans la nébuleuse. Voilà. Et les Congolais sont là, les bras croisés, ils regardent, ils assistent. Vous avez enfin, la liste est loin d'être exhaustive, mais M. Mabiala, Pierre, qui apparemment est responsable du domaine public, notamment des terres, mais bon, ils ont fait un montage, c'est-à-dire les populations congolaises étant démunies, ben, on a imposé aux gens de présenter des titres fonciers sur les biens qu'ils avaient. Malheureusement, étant démunis, ils ne pouvaient pas les présenter. Ces propriétés leur ont été récupérées et retrocédées à l'État. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi l'État a récupéré ces biens. Ce sont les Rwandais qui commencent à s'interposer, alors que le Rwanda n'a aucune leçon à prendre aux Congolais. Hein. Le Congolais a toujours été un peuple les Congolais ont toujours été un peuple cultivateur avant la découverte du pétrole. Hein.
nous avions les expériences de l'ONCPA, de l'OFNACOM et tout ça. Les gens venaient chercher les denrées alimentaires dans les villages. Et rien, le problème ne se posait pas en tant que tel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe qu'on aille prétexter, chercher les Rwandais pour aider les Congolais à exploiter leurs terres? Allons vers des trusts plus intéressants qui intégreraient les propriétaires terriens, les communautés villageoises, les jeunes désœuvrés qui se trouvent dans les grandes villes, l'État souverain et les éventuels les investisseurs, et qui constitueraient un consortium pour pouvoir exploiter les terres et chacun aurait sa part de capital. On créerait en ce moment-là des lobbies agricoles qui pourraient accompagner tout gouvernement, tout pouvoir. Voilà, c'est comme ça qu'on va vers le développement. Ce n'est pas le rafistolage de M. Denis Sassou Nguesso que nous constatons aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous signaler que dans l'attribution, par exemple, du permis de la Numbi, je reviens sur le pétrole, que je maîtrise un peu mieux. Dans l'attribution donc du permis de la Numbi, il y a une société qu'on appelle Lukoil, qui est ce russe qui a intégré la mangeoire. Allez poser la question à ces responsables-là, comment ils ont payé le bonus? Le bonus qui constitue donc cette manne qu'on paye quand on intègre ou quand on modifie un contrat. Et comment ils l'ont payé? Voilà, voilà. Donc, ils croient que nous ne sommes pas au courant, mais nous sommes au courant de toutes les transactions qu'ils font. Voilà. Et les cargaisons fantômes avec les Gunvor, avec et les autres, les Trafigura et tous les autres. Nous, on est au courant. Donc, bref, le moment venu, des audits seront effectivement faits pour que le Congo ait la lumière de tout ce qui a été fait et suivre l'argent qui a été volé comme tel pour pouvoir développer le pays et distribuer aux Congolais parce que l'argent du Congo appartient à tous les Congolais. Vous avez la première dame qui, elle, est au centre des affaires du genre Puma Oil où elle vend le carburant. Elle a le monopole de la commercialisation des produits de première nécessité avec le funeste consul honoraire, membre des réseaux du Mali, M. Amadou Niangadou. Voilà. Et ils ont la GMK, donc les grands moulins du Kwilu aussi. Oui? Non, je n'ai pas passé. Voilà, les grands moulins du Kwilu. Je suis encore sur le deuxième. Les grands moulins du Kwilu, voilà. Et voilà, ils gèrent donc le Congo. Voilà, et les Libanais, ils gèrent donc le Congo. Le circuit est fermé et ils le gèrent comme tel. Voilà quoi. Et il y a quelqu'un au-dessus de tout ça, qui est le gardien du temple, Jean-Dominique Okemba, qui veille au grain, qui est président du conseil d'administration des grandes banques, qui suit tous les mouvements bancaires suspects, des gens qui seraient tentés peut-être de déstabiliser le pouvoir parce que tout passe par l'argent. Voilà, un peu présenter ici la nébuleuse, l'organisation non exhaustive, hein, parce que tout ce que je vous ai dit, il y a d'autres choses, mais bon, on ne peut pas tout dire au cours d'une émission ou présenter dans des slides comme ça. Voilà, voilà comment on peut vous présenter le cartel mafieux. Je passe au slide suivant. Vous avez la galerie des affaires. Donc, vous avez Monsieur Descalzi de Eni, voilà, avec son épouse congolaise, voilà, qui signe des contrats de gré à gré avec le Congo de plus de 1000 milliards pour la CEC. Est-ce que vous avez appris que les Congolais ont réglé le problème d'électricité où ils ont le gaz à la maison? Jamais. Il y a même le ministre des hydrocarbures, lors de sa présidence à l'OPEP, il avait fait des fausses promesses que voilà, au cours de mon mandat, j'apporterai le gaz dans les foyers. Ça y est où, le gaz en question? De toute façon, il a dit, tant que nous serons aux affaires, tant que nous n'aurons pas fini notre projet de pillage du Congo, ben nous ne céderons pas. Vous serez rattrapé par la réalité un jour. Ce n'est pas un problème. Et voilà, le gouvernement chinois a signé avec le Congo un contrat pour récupérer, pour acheter le gaz provenant donc des puits de Lichenjili, de Néné, de Banga et tout. Voilà, et donc le contrat va commencer normalement à la fin de cette année. Ils sont en train de construire 2 plateformes pour pouvoir traiter ce gaz parce qu'il faut des conditions de transport
à l'aller et comme à l'arrivée aussi pour pouvoir faire l'opération inverse et récupérer le gaz pour les besoins, leurs besoins propres, les besoins dont l'Europe a besoin, les besoins cruciaux de l'Europe aujourd'hui. Vous avez Perenco avec M. Perodo, voilà, et sa nébuleuse, hein, qui est donc la garantie des différentes sociétés que M. Sassou Nguesso a créées pour siphonner l'argent de l'État. Et vous avez aussi donc Lucien Ebata, lui, qui est chargé de vendre le pétrole congolais. Donc lui, il assure non seulement le rôle de courtage pour aller chercher des sociétés qui peuvent vendre le pétrole, mais en plus, il vend le pétrole congolais en priorité à la RDC. Et il se partage les préventes, en créant ainsi une sorte de tarissement de la ressource au Congo et qu'il ramène au Congo avec une majoration. Cette majoration qui se partage entre eux. Et au centre, vous voyez M. Denis Gokana reçu par Poutine. Donc, les affaires du Congo, du pétrole, se règlent maintenant au très haut niveau avec M. Poutine. Vous avez vu un autre conseiller du chef de l'État autour d'un grand homme comme Poutine. Donc, vous pouvez facilement comprendre. Et il n'y a pas que ça. François Joly, vous avez compris que M. Lavrov avait fait un tour à Oyo, celle qui était aux manettes, hein, celle qui a fait permis ce déplacement. Donc, elle est d'odeur de sainteté avec autour du chef. Donc, c'est eux qui gèrent en fait le Congo comme tel. Slide suivant. Voilà le partage du pétrole congolais par les cartels mafieux. La production approximative annuelle du pétrole congolais avoisine les 120 millions de barils. Ça titille les 121 millions. La part officielle revenant au Congo autour de 40%, c'est 48 millions. Donc, la part revenant aux sociétés nébuleuses comme AOGC, Petro-Congo, Petro-Kwilu, Continent, Ifouret, Petroleum et les autres qui font concurrence à la société dite nationale est de 20 millions. 20 millions de barils qui sont incontrôlés, gérés par des bandits. Et la partie restante, ce qui revient donc à la société dite nationale, c'est 28 millions. Et ce n'est pas fini. De ces 28 millions, il faut rembourser les prêts chinois, 6 millions de barils. Il faut rembourser les traders, Trafigura, Glencore, Orion Oil, des projets fantômes, 920 000 barils. Il faut payer les commissions de vente par la SNPC alors qu'elle ne fout rien. Ils ont des cadres qui étaient chargés d'assurer la promotion du pétrole congolais, mais malheureusement, ils ne le font pas. Donc, ils prennent 344 000 barils sans rien faire. Voilà. Alors qu'il y a des traders qui vendent. Il y a Orion qui assure le commissioning. Maintenant, eux, ils font quoi? Le commissioning, qui assure donc le courtage. Et ils font quoi? Il faut rembourser Eni aussi pour la centrale à gaz. 808 millions. 808 000 barils. La taxe maritime qu'on paye à Socotram. Les frais bancaires à la Banque sino-congolaise pour l'agriculture, la BGFI Bank et la Banque postale, ben, 200 000 barils, pour rien. La Socotram a-t-elle le droit d'exister? Qu'est-ce qu'elle apporte au budget du Congo? Rien du tout. Hein? Et ce qui reste au Congo, c'est quoi? 19 000 barils, 19 millions de barils. Et ce n'est pas fini. Parce que normalement, en créant la SNPC, il avait été prévu, pour ce qui est de notre vision, que la SNPC apporta à la Société nationale, donc la CORAF, sa production annuelle. Donc, au moins 6 millions de barils que devait produire la SNPC. Aujourd'hui, la SNPC ne produit que 700 000 barils du jour, 700 barils du jour. 700 multiplié par 365 jours, ça fait même pas le dixième de ce qu'ils doivent fournir à la raffinerie. Dernièrement, on venait même de suivre que voilà, la société Trident qui vient d'intégrer Mengo Kunji Bindi, ils vont booster la production jusqu'à 100 000 barils, voilà, apportant le tiers de la production du Congo. Et ils ont eu droit à un prêt de UBA Bank ou quelque chose comme ça. Tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff parce que ces gens qui gèrent le Congo, ils sont gonflés pour rien, ils ne sont pas formés, ils ne savent rien faire. C'est des nuls. Voilà. Permettez-moi de le dire.
mais il y a des Congolais valables, capables de gérer la République, pas cela. Voilà. Ensuite, ce qui reste au Congo à la fin, c'est quoi? C'est 13 millions de barils, qui sont commercialisés par Masono et Orient Oil. Les produits raffinés commercialisés par Orion, Sphinx, Afrique, X-Oil, Puma Oil et SNPC Distribution sont de plus ou moins 21 millions de tonnes. Voilà, donc la commercialisation du gaz est à venir avec ce que je venais de vous dire, à destination de l'Italie par le Congo et géré par le fils de Descalzi et toute sa famille. Slide suivant. Galerie des affaires, vous avez M. Denis Sassou Nguesso avec, voilà, le patron de Total, hein, voilà. Ça parle affaires, hein. Voilà, vous avez, il est le chef des réseaux mafieux et il reçoit tout le club des mafieux à Oyo. Vous pouvez reconnaître Dominique Strauss-Kahn, monsieur, comment il s'appelle, Olivier et les autres. Voilà, vous avez Forbes, maintenant que nous avons l'argent, Forbes, on est visible au niveau de Forbes, on va signer des accords là-bas pour dire que voilà, M. Ebata devient le représentant Afrique de Forbes. Vous avez vu que la fille de Dos Santos, qui était apparemment la plus riche d'Afrique, allez voir ses comptes. Aujourd'hui, elle est pourchassée en justice. Elle est devenue comme une loque. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent volé, l'argent de la République. Aucun de vous n'a hérité de quoi que ce soit, de qui que ce soit, pour que vous deveniez riche et abandonner les autres au pilori. Clouer les autres au pilori. Vous ne pouvez pas faire étalage des biens de la République comme pour dire que voilà, c'est vous, les gestionnaires du Congo, les meilleurs gestionnaires du Congo, alors que vous pillez la République. Hein? Les politiques françaises s'invitent au festin du Congo immolé. Ouais, vous avez Manuel Valls, vous avez Le Drian et vous avez tous les autres. Et c'est bien à l'Élysée que s'élève la France-Afrique. Permettez-moi le terme, hein, pour mieux expliquer cette France-Afrique. Voilà, une fois que on est content, ben, on peut exhiber des pas de jerk, voilà, des pétrocéphales acquis, on peut exhiber des pas de jerk autour des amis. Et puis, le tout se faisant en famille, la succession semble être garantie pour pérenniser les affaires, mais n'oubliez pas qu'il y a un certain Jidéo, Jean-Dominique Okemba, qui veille au grain et qui est en embuscade. Slide suivant. Voilà, l'organisation de la mafia, mode d'évasion des capitaux et d'acquisition des biens mal acquis. Vous avez des tankers d'hydrocarbures qui quittent donc le sous-sol congolais, qui se retrouvent donc dans les paradis fiscaux sous forme d'argent planqué dans les comptes là-bas, et ne revient au Congo que le strict minimum permettant de gérer l'État, c'est-à-dire au lieu de les placer au trésor public, qui est reconnu comme étant la banque de l'État, on les place à la Banque postale, à la BGFI Bank et à la BCA, qui sont leurs banques à eux. Et voilà, le résultat des courses, ben, c'est des villas qu'on retrouve à Suzette, à Nice, des appartements à Miami, des appartements à la Trump Tower, la Copasol, qui est une fausse société de gestion des panneaux solaires à Oyo, qui n'a jamais existé, mais dont l'argent a été extourné du côté de Kolwezi là-bas pour faire des panneaux solaires avec un projet d'électricité avec la SNEL plutôt, au Zaïre, en RDC. Donc, le pays est réellement en ruine. Il n'y a que des éléphants blancs, comme vous pouvez le constater. Les villages artisanaux de Tchelampo, les logements sociaux du 4 mars, le centre de santé de l'intendance, le lycée technique de Dolisie, la mairie de Potopoto, l'université de Kintele, le projet Eau pour tous, les zones économiques sociales et spéciales de Maluku, très chaud, le CHU de Brazzaville, l'université Marien Ngouabi avec des salles de classe pléthoriques, avec des amphithéâtres pléthoriques. Entre-temps, vous avez la Lima, hein, à Oyo, hein, un palace qui a été construit où il n'y a aucun client. Il faut prendre en charge, permettez-moi la tautologie, les charges du personnel et de gestion de l'ouvrage. Obligé d'aller puiser encore dans les caisses de l'État. Le chemin de fer, c'est un enfer, un chemin de l'enfer, parce que vous voyez, chaque fois qu'il y a pluie, ben, il y a risque d'érosion. Et Pointe-Noire-sur-Mer,
chaque fois qu'il pleut, les familles sont allées construire à Chikobo, là où il ne fallait pas construire. Les égouts qui passaient par là se retrouvent inondés et toute la ville s'inonde, depuis le port là-bas. Et voilà, sans plan directeur de réurbanisation, voilà le Congo de Denis Sassou Nguesso. Tout le pays en lambeaux, donc à reconstruire. Les partenaires au développement ont tous à y gagner. Donc, voilà, ça c'est une autre paire de manches qu'on pourra regarder demain parce que il faudra aller vendre le Congo pour permettre effectivement aux nouveaux partenaires du Congo de trouver toute leur place dans un Congo assaini où le Congolais sera au centre de l'activité économique. Voilà, organisation de la mafia. Donc, plus de 133 000 milliards de francs CFA sont planqués. Et vous avez, de 2001 à 2022, nous avons pu recenser 46 000 milliards au budget de l'État. Comme qu'il n'y a que des éléphants blancs, l'argent a été détourné. Parce que sinon, on avait réalisé des choses avec cet argent, ce serait visible. Vous avez les excédents budgétaires, 14 200 milliards des générations futures balancés, dilapidés. Vous avez la part patronale de l'État, c'est-à-dire l'État ne payait jamais la part patronale dans la caisse de retraite des fonctionnaires et le prince récupérait cet argent. Où se trouve cet argent? Ben voilà, on a une fonction publique à 2 vitesses, des retraités à 2 vitesses. Les uns sont payés naturellement quand on vit les salaires, les autres doivent attendre parce qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir les payer. Il faut rattraper ces retards. Oui, oui, je m'excuse. Hein. Voilà, je l'avais dit d'ailleurs. Vous avez la dette publique qui culmine à 8 130 milliards. Vous avez les municipalisations accélérées qui ont permis de dilapider 5 700 milliards. Vous avez toutes les sociétés où l'État est actionnaire, des sociétés vraiment moribondes, qui sont toutes endettées. Et en tête de liste, la SNPC. Vous avez les fonds Covid, les fonds agriculture, le fonds CNCS, le plan de résilience, le projet Maluku et l'eau pour tous, pour 193 000 milliards, 493 milliards dilapidés. Par Asperbras, de M. José Viega, de Ondongo et les autres. Ondongo, on sait qu'il a des biens au Portugal, il est même en procès. Pourquoi le Congo ne suit pas ces procès où le procureur de la République du Congo ou le juge d'instruction ne suivent pas ces procès pour aller chercher, parce qu'il s'agit des intérêts du Congo. Vous avez Saint-Marin où de l'argent se trouve, on cherche les propriétaires de l'argent, personne ne veut se prononcer parce que c'est l'argent du Congo. Vous avez Lukoil qui a intégré les ressources naturelles du Congo par des transactions assez biscornues. Vous avez Orient Oil qui vend le pétrole congolais, 3 800 milliards, qui est aussi dans le trading, 1 200 milliards. Vous avez le Pointe-Noire Grand Fonds Sud 1, qui a pu engranger 966 milliards. Et PNGF Sud 2, qui a pu engranger 800 milliards, que se sont partagés les sociétés bidons créées par le dictateur national, dans le cadre de la nébuleuse. Vous avez les cargaisons fantômes, avec M. Edgar Nguesso, avec M. Maxime Ganzion et M. Gunvor. Vous avez Massono, qui a intégré la mangeoire aujourd'hui, avec 120 milliards. Vous avez Winghua, la société chinoise. C'est un autre slide, hein? Je crois que je l'ai. Vous avez Massono, avec la société chinoise, où M. Denis Sassou Nguesso est copropriétaire avec une chinoise. Vous avez Marine 6, ou AOGC à 8%, sur les gisements Djambala, Mwafi et Fukanda. 22 milliards qu'ils ont engrangé comme ça. Vous avez le permis ex-Madingo avec Zachi Luango, 17 milliards, que Continent a pu emmagasiner, parce qu'ils perçoivent 5%. Une redistribution de pourcentage en 2023 avec Ludoil de Descalzi et Tantine Mado, sa femme, et le couple présidentiel. Voilà comment on gère le Congo.
Le projet Mengo Kunji Bindi, le gisement Mengo Kunji Bindi, 12 milliards, avec Orion qui a 40%, et voilà, comment on appelle, et l'État et la société 10 nationale 60%. Maintenant, c'est Trident, OGX, Oil. La mafia est telle que celui qui était directeur commercial de Orion, Monsieur Olivier Okota, il se retrouve maintenant directeur général de Trident. Ça, c'est quel désordre. Ce n'est qu'au Congo qu'on peut voir ce genre de choses. Vous avez le Marine 7 avec Kitina, 9 milliards. Ou AOGC, Société de l'administration, concurrence de la société nationale, en prenant, en se servant quoi, carrément à la source, sans rien faire. Puis, ils n'ont aucun cadre dans leurs entreprises. Ils n'ont formé personne. Donc, quand Perenco vend, ils récupèrent leur part. Et vous avez la provision pour un investissement diversifié. Voilà un autre scandale. 1% donc de la production pétrolière du Congo, soit 627 milliards, qui sont gérés par Congo Assistance, l'Isungi, Fondation SNPC et le Prince. Voilà. Comment on ne peut pas acheter les armes? Comment on ne peut pas corrompre qui on veut pour gérer le Congo de cette façon-là? Et dans les mines, vous avez M. Oba-Pierre avec ESAPRO. Vous avez la Soremi, Lulu des mines, vous avez CGB, vous avez Agile Congo, la Soka Miral, vous avez Blue Diamant, vous avez Minerelia, vous avez Group Node, et vous avez Gold Group Congo, et qui engrange plein d'argent, mais qui ne reverse à l'État que 500 millions de francs CFA. Un autre slide. Vous avez les mines, toujours avec Okiamine, et vous avez le bois. Taman Industrie, Cefid, Congolaise industrielle de bois, Sino Congo Forest, Asia Congo Industrie, Industrie forestière de Wesso, qui engrange des milliards. Et de l'autre côté, vous avez des individus qui se sont sucrés dans les caisses de l'État. Jean-Jacques Bouillard qui culmine à 1700 milliards. Denis Christet Sassou Nguesso, 1700 milliards. Albert Ondongo, 874 milliards. Gilbert Ondongo, 620 milliards. Albert Ondongo, lui, il est le patron du Trésor. Rodolphe Adada, ambassadeur de son État, 400 milliards. Le directeur des douanes, 321 milliards. Lucien Ebata, 296 milliards. Raoul Ominga, 96 milliards. L'épouse Mboulou, dont vous voyez une vidéo qui circule où le personnel des militaires dignes de ce nom qui ont fait une formation militaire, qui font allégeance à une, parce qu'elle a de l'argent, à la femme à un fondé de pouvoir. Quand elle rentre chez elle, voilà, tout le monde est au garde à vous. Ça, c'est dans quelle république on fait des choses comme ça? Hein? Oba Pierre, Antoinette Sassou Nguesso, Denis Christet Sassou Nguesso, Bruno Itoa, Claudia Lembumba. Voilà, la liste est loin d'être exhaustive. Mais vous avez les Gokana, les Okemba, ils sont nombreux. Et les autres, Maxime Ganzian, qui ont plein d'argent planqué, mais dont personne ne sait, ne connaît le montant. Mais il y aura des traces. Les gens feront des audits pour chercher à savoir par où serait passé tout cet argent. Les Willy et Toka et les autres qui sont partis de rien du tout, qui se trouvent être comme des industriels congolais. Non. Citez-moi un seul industriel congolais qui a gagné de l'argent honnêtement, qui a recruté des Congolais qui sont arrivés à l'âge de la retraite parce qu'ils ont travaillé avec eux. Otom Bongo qui avait commencé à ruiner le Congo avec la BIDC, il en est où? Ouais. Il n'y a aucune société de ces gens. Donc, allez, comprenez que le pays, il faut le libérer. Si on ne le libère pas, nous n'aurons qu'à pleurer. Voilà. Slide suivant. Voilà, l'organisation de la mafia, les Panama et les Pandora Papers mettent en exergue M. Jean-Jacques Bouillard avec tous ses comptes et tout l'argent qu'il a planqué. Denis Christet Sassou Nguesso, pareil. Un slide suivant. M. Ondongo Gilbert, pareil. M.
Adada, Rodolphe, pareil, vous croyez que nous mentons quand on vous présente tout ça, c'est du bluff? Pourquoi l'État n'expertise pas? Où se trouvent les tribunaux congolais pour aller vérifier si ces informations sont fausses? Il paraît que les Congolais ne sont pas, eux-mêmes, ils ne revendiquent pas ces choses-là. Mais vous avez la société civile qui a porté plainte. Pourquoi on n'en parle plus? Vous avez un Congolais qui a parlé de 133 000 milliards. Vous êtes bouche bée. Allons-y, vers les tribunaux, on vous sortira les preuves. Vous avez Lucien Ebata qui culmine à 451 milliards. Vous avez Bruno Itoa, il est au-delà de 27 milliards comme on les présente aujourd'hui. Vous avez la fille de Sassou qui est autour de son papa dans tous les voyages et tout comme si elle devenait la première dame alors qu'elle n'y faut rien. Voilà. Résultat des courses, à eux seuls, ils ont plus de 4 500, plus de 5 000 milliards de francs CFA, à eux seuls. Voilà, comme quoi le Congo vit un vrai drame, la corruption, le pillage systémique et systématique des deniers publics comme mode de gouvernement ou comme de mode de gouvernance, comme quoi aucune alternance n'est possible sans ceux-là qui détiennent les moyens permettant au Congo de se développer. Youlou avait soi-disant tout volé, le Congo avait quand même pu décoller avec François Samba Débat. Des audits s'imposent pour faire la lumière sur tous ces détournements de fonds et les rétrocéder à l'État. Telle est là présentée la dimension profonde et malheureuse du pillage organisé des ressources du pays par celui qui est censé incarner la probité et l'exemple à tout point de vue. Sassou Nguesso Denis doit dégager. Je vous remercie. Posé de notre compatriote Alphonse Maboussou, moi je veux me concentrer un peu sur le cadre législatif de la lutte contre la corruption au Congo. Voilà, parce que comme on le voit bien, c'est-à-dire que l'État congolais prend quand même des dispositions. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui avait été votée pour précisément réprimer la corruption. Voilà. Je commencerai par dire que quand on prend la direction d'un État, avant tout c'est pour assurer l'intérêt général. C'est pour assurer l'intérêt général et donc faire en sorte que les ressources du pays servent au fonctionnement de l'État et donc à une répartition équitable. Et donc avant tout, ce sont les fonctionnaires de l'État qui doivent veiller à la bonne gestion de ces ressources. Donc ces fonctionnaires de l'État, donc ils ont des devoirs, ils doivent agir conformément à l'éthique. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont payés par l'État, donc ils ne peuvent pas se payer par eux-mêmes. C'est-à-dire que procéder par des commissions, comme on l'a vu pour se faire une autre source des revenus, ils ne peuvent avoir qu'une seule source des revenus, c'est notamment le salaire que l'État leur verse. Donc l'État qui est organisé, quand on a affaire à un État organisé, l'État met en place un système qui permet de lutter contre le phénomène de la corruption. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la corruption englobe plusieurs infractions. Parce que quand on parle de corruption, souvent, ce n'est pas une infraction particulière, singulière et précise. C'est un phénomène. Donc ça englobe plusieurs infractions. Donc on peut parler, par exemple, dans le cadre de la concussion, qui est une infraction liée au phénomène de la corruption. On peut parler du détournement des deniers publics, qui est une infraction liée au phénomène de la corruption. On peut parler aussi du délit d'initié, qui est aussi une infraction liée au phénomène de la corruption. Donc l'État, pour lutter contre ces phénomènes-là, puisque tous les États, contrairement à ce qu'on peut penser, sont confrontés à ces phénomènes, mais à des niveaux différents. Par exemple, le Congo a 79 points dans la perception de la corruption dans les secteurs publics. 79 points sur 100, le Congo. Donc la France est à 21 points. Voilà. Donc tous les États font face à la corruption. Il n'y a pas un État sur Terre qui n'est pas corrompu. Mais il y a des États qui mettent en place des systèmes pour lutter efficacement contre la corruption, de sorte que ces phénomènes soient amoindris et qu'ils participent à sa disparition, en fait. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'au Congo,
en principe, dans un État organisé, on met d'abord en place au sein de l'État des organismes. Il y a des organismes, par exemple, qui vont assurer le contrôle du fonctionnement des organismes de l'État, notamment le contrôle de comment les ministères gèrent leur budget, par exemple, comment le budget de l'Assemblée nationale est géré, donc il y a un organisme qui s'en occupe, qui fait des rapports et qui peut même diligenter je dirais des commissions de contrôle dans ces sens. Et aussi, on facilite au sein de la société civile l'existence des associations dont l'objet associatif va être précisément de pouvoir récolter des informations en tant qu'FRCP sur des phénomènes de la corruption, de pouvoir avoir la capacité juridique de saisir les tribunaux pour précisément attaquer devant le tribunal des faits de corruption lorsqu'ils en ont connaissance. Donc il y a une lutte qui s'est fait d'abord dans le cadre étatique avec des organismes attitrés pour le contrôle, et puis il y a aussi une lutte qui peut être organisée dans le cadre de la société civile, et tout cela en fait c'est pour restreindre le phénomène de la corruption au sein d'un État. Donc ce sont des outils qui sont importants et qu'un État qui est véritablement porté dans la lutte contre la corruption doit avoir. Voilà. Maintenant, dans le cas du Congo, alors, ce qui est quand même assez intéressant et ironique à la fois, c'est que vous avez la loi du 22 septembre 2009, qui est une loi, pour ceux qui ont eu à la lire, qui est, moi je dirais, une loi courageuse, vraiment courageuse. C'est-à-dire que le cadre de la loi, notamment le champ d'application de la loi, est très ambitieux. Parce que cette loi, en fait, reconnaît la compétence des juridictions nationales congolaises dans le cadre des infractions, dans le cadre des cas de corruption ou des infractions assimilées à la corruption, pour des situations qui ne se déroulent pas seulement au Congo, mais même à l'étranger. Et que quand vous prenez cette loi-là dans son champ d'application, cette loi dit que les juridictions nationales congolaises sont compétentes lorsque les infractions liées à la corruption sont réalisées au Congo, d'abord. Donc le territoire détermine la compétence donc, de la juridiction nationale congolaise. Mais la loi précise aussi que la juridiction congolaise est compétente même lorsque un des éléments constitutifs de l'infraction de corruption se réalise au Congo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une infraction, on a trois éléments. On a l'élément moral, on a l'élément moral, c'est l'intention, hein. C'est tout ce qui constitue l'intention. On a l'élément matériel, donc les faits, par exemple l'exposé que nous a fait le doyen Alphonse Maboussou. On a les faits, donc ça c'est l'élément matériel. Et ensuite on a l'élément légal, donc l'incrimination et la qualification pénale. Donc il suffit qu'un des éléments qui constitue l'infraction de corruption se réalise au Congo, on a la possibilité de saisir les juridictions congolaises. Donc par exemple quelqu'un qui est en France, je prends un exemple, qui est par exemple ambassadeur en France et qui dans le cadre, pas dans le cadre de son travail, mais prend attache avec une société pétrolière par exemple ici, et qui vend monnaie donc sa capacité de mettre en relation cette société pétrolière avec les autorités congolaises moyennant une commission. Donc les tractations se déroulent par exemple à Paris. Le financement, le décaissement de la commission est fait par des banques domiciliées en France. Mais si l'une des personnes qui doit être mise en relation est au Congo et que la relation elle est faite du Congo vers la France, on a donc un élément de l'infraction, donc l'élément matériel qui se déroule au Congo, on peut être en droit de saisir la juridiction congolaise donc pour ces faits-là. Donc on voit que là, c'est intéressant pour les juristes que nous sommes de pouvoir toujours chercher la possibilité de rattacher l'infraction à la compétence de la juridiction congolaise. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que cette loi permet aussi qu'un Congolais qui est par exemple à l'étranger, quand il commet une infraction liée à la corruption, soit un détournement de fonds, alors qu'il est par exemple à l'étranger, la juridiction congolaise peut être saisie pour l'atteinte
pour l'attraire devant cette juridiction, alors qu'il est, par exemple, en France. Donc, lorsqu'il s'agit d'un Congolais, même s'il est à l'étranger, on peut l'attraire devant la juridiction nationale du Congo. Donc, il y a ça. Mais cette loi va encore plus loin, parce que elle permet même à l'étranger qui a une immunité diplomatique, qui est concerné par des faits de corruption ou de détournement de fonds, et qui se trouve au Congo. Même quand il a l'immunité diplomatique, il peut être attrait devant la juridiction nationale congolaise. Donc vous voyez qu'il y a véritablement, je dirais, une ambition, puisque le législateur congolais permet même d'attaquer le diplomate, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'immunité diplomatique dès lors qu'il est au Congo et qu'il est poursuivi pour des faits de détournement. Donc il y a vraiment une véritable ambition d'étendre la juridiction, la compétence de la juridiction congolaise sur des faits de corruption. Donc on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que quand des faits de corruption sont accomplis à l'étranger et que ces faits portent atteinte aux intérêts vitaux de l'État congolais, la juridiction congolaise est prête et compétente pour en connaître. Voilà, donc c'est-à-dire que même si les personnes sont domiciliées à l'étranger et que ces personnes-là sont soupçonnées de participer à des détournements de fonds ou à des délits d'initiés à l'encontre des intérêts vitaux du Congo, par exemple les détournements des ressources du pétrole, puisque le pétrole, on sait que les ressources du pétrole constituent en fait la ressource fondamentale de l'État congolais. Donc quand on détourne cette ressource-là, ça porte atteinte à l'intérêt vital du Congo. Donc en fait, pour dire que sur le plan de la loi, les législateurs congolais voulant certainement donner l'apparence aux investisseurs internationaux ou aux bailleurs internationaux qu'il est vraiment dans la lutte contre la corruption, le législateur a ouvert un champ de compétences important à la juridiction nationale congolaise. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que entre cette loi et la pratique de la justice congolaise, en fait, il y a un fossé. Parce que nous sommes confrontés à une justice congolaise qui est complètement timorée et qui ne veut pas prendre toute la mesure de son indépendance. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une justice congolaise qui n'a pas le courage de pouvoir instruire les plaintes au sujet de sa propre compétence. Voilà, donc je prends l'exemple de la plainte qui a été déposée par la plateforme de la société civile congolaise concernant le détournement de 14 000 milliards de francs CFA. Donc vous avez une plainte qui a été déposée devant le doyen des juges d'instruction. Je crois que ça a été déposé à la fin du mois de juillet. Le 31 juillet. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune nouvelle. Voilà. Donc, vous avez quand même des éléments qui ont été produits. Il n'y a même pas la désignation d'un juge d'instruction pour pouvoir commencer l'instruction de cette plainte. Et donc, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une loi qui est courageuse, ambitieuse, et vous avez une justice qui ne veut pas, en fait, des magistrats, parce qu'il faut les nommer, vous avez des magistrats qui ne veulent pas prendre leur courage et appliquer la loi. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à un système mafieux qui fonctionne de façon à ne pas se conformer à la loi, puisque les magistrats, soit qu'ils ont peur, soit ils sont corrompus. Voilà. C'est-à-dire que pour les magistrats qui ont peur, ils se disent que bon, je ne peux pas instruire contre Gilbert Ondongo, je ne peux pas instruire contre Christelle Denis Sassou Nguesso, parce que si je le fais, il y a des répercussions derrière. Donc pour ceux qui ont peur. Mais il y a aussi des magistrats qui sont corrompus, parce qu'ils participent eux-mêmes du système, et ils ont des prébendes qu'ils reçoivent. Donc pour conclure, et ne pas être trop lent, je dirais que sur le plan législatif, on a une loi courageuse du 22 septembre 2009, mais il nous faut des magistrats courageux au Congo. Parce que une dictature, ça s'abat parfois par des actes qui peuvent apparaître comme isolés, mais qui au final peuvent converger et assurer la fragilité du système et faire tomber tout le système. C'est-à-dire qu'il suffit de 2, 3 ou 4 magistrats courageux, on peut avoir un affaiblissement important du système. Parce qu'il ne faut pas oublier que la conférence nationale souveraine a été possible parce qu'on a eu un syndicaliste qui a été courageux.
Donc il a suffi qu'il y ait un maillon du système qui a été courageux, notamment Bokamba Yangoma, qui a décidé de lancer une grève générale. Ça a poussé le régime de l'époque à pouvoir céder sur la conférence nationale souveraine. Donc il suffit qu'il y ait un maillon du système qui cède et qui prend le pari de jouer le jeu de la loi pour que le système s'effondre. Donc nous espérons qu'il y aura des magistrats congolais qui vont avoir le courage d'agir conformément à la loi du 22 septembre 2009 et qui, surtout pour la plainte qui a été déposée, ces magistrats auront le courage d'instruire cette plainte. Voilà, j'ai terminé. Merci. Nous avons pris le risque de déposer la plainte entre les mains du doyen des juges au tribunal de Brazzaville. Mais nous avons lancé un défi, GoFundMe, comment on appelle ça? GoFundMe. Pour solliciter votre aide. Parce que pour faire face aux frais des conseils que nous avons engagés, nous engageons 5 conseils, 5 avocats, donc qui sont au Congo. Il y a des avocats courageux qui ont accepté de nous accompagner. Il y a un qui est à Kinshasa, il y a un autre qui est à Dakar, qui est assez connu d'ailleurs. Et puis, bon, voilà, il y a les 2 qui sont ici. Nous avons besoin donc de votre accompagnement, de votre aide, quand nous allons lancer, n'est-ce pas, le défi. Merci. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la conclusion que mon confrère Samba, que je connais depuis très longtemps, a évoqué le fait qu'il y ait une loi audacieuse, et même on dirait d'avant-garde, et des magistrats qui sont timorés. Et au fond, c'est important, c'est une belle stratégie parce qu'il suffit de mettre des instruments, c'est comme des pièges. Hein. Le jour où ça fonctionne bien, eh ben, ça peut tomber sur quelqu'un ou sur tout le système. Et donc, parce que tel qu'il s'est développé, ce système est devenu tellement une sorte de gangrène que l'on ne peut pas, même si le pouvoir était renversé, on ne peut pas avoir l'assurance qu'à ce moment-là, les choses vont tourner simplement. Et donc, c'est important qu'il y ait des lois comme ça d'avant-garde et des systèmes d'avant-garde. Et tout à l'heure, je disais à Alphonse, il faudrait sans doute qu'il trouve le temps d'écrire un livre. Parce qu'il nous livre des grandes connaissances, et ces connaissances, il ne faudrait pas qu'elles se volatilisent. Pourquoi je parle d'Alphonse? Parce qu'au fond, vous avez là ce qu'on appelle l'exposé des crimes, je dirais, pas tant économiques, je préfère dire des crimes financiers. Parce que l'économie, c'est tout un système de production, mais les finances, c'est déjà de l'argent qui est là. On parle de l'argent, et cet argent, il faut que cet argent, nous puissions savoir quel est le lien qu'il peut avoir avec véritablement les crimes de sang. Quand j'avais écrit mon livre, Le génocide de Lari, qui avait fait beaucoup de mal, je pense, au pouvoir, j'étais arrivé à la fin à m'interroger dans la rédaction. Au fond, est-ce que les crimes de sang, tels qu'ils ont été pratiqués dans ce que j'appelais sur les Lari, et maintenant, je crois que l'expérience a montré qu'on a dépassé les Lari, quand on voit les terres qui sont vendues, tout cela, est-ce que, pour comprendre, pour poser véritablement les problèmes que ces crimes de sang qui avaient été programmés, est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre aussi la mécanique financière? Et aujourd'hui, j'en ai vraiment la conviction, et plusieurs fois j'en parle. Mais quand j'en parle, au fond, j'ai l'impression que nous tous, on ne voit pas bien le lien, ou tout au moins, on ne veut pas voir le lien. Parce que nous sommes déjà, nous qui sommes formés en tant que juristes, on est un peu très cloisonnés. On nous apprend le droit privé, le droit public,
on nous apprend le droit pénal, le droit civil, ainsi de suite. Mais c'est pédagogique. C'est pédagogique et je dirais même, c'est l'université qui fonctionne comme cela. Toutes les universités du monde le font. Ce n'est même pas une sorte de critique que l'on peut faire à la France. Je suis heureux d'avoir reçu la formation que j'ai pu recevoir ici. Mais le problème, c'est que cela formate notre manière de concevoir les choses. Et au point où les textes qui existent, les conventions, ou même les jurisprudences au niveau national ou international, on arrive parfois à devenir que des gadgets. C'est-à-dire que ça fait savant quand on en parle, mais au niveau de la réalité, quand on veut appréhender la réalité, quand on veut maîtriser la réalité, quand on veut tirer, je crois que nous avons un jeune étudiant, hein, c'est cela, quand on veut tirer ce qu'on peut appeler la fonctionnalité des articles, des conventions, on est un peu comme incompétent dans ce sens que ça ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, le phénomène, tout à l'heure, mon confrère disait, le phénomène de la corruption est un phénomène global. Il est global. Donc tu ne peux pas seulement dire, je viens avec mon éprouvette de civiliste pour tirer la réalité. Ou bien tu ne peux pas dire seulement, je viens avec mon éprouvette de pénaliste. Et même au-delà du droit, on est obligé de travailler de manière permanente avec des experts comme Alphonse, que nous avons ici. C'est un privilège que nous avons de l'avoir. Mais il faut savoir que, en réalité, la vérité vient de la société. Vous connaissez l'adage, l'argent est le nerf de la guerre. Et je crois qu'avant d'en arriver là, peut-être il aurait fallu passer par les guerres mondiales et tout cela, et on se rend compte que, je me rappelle, quand j'étais intéressé par ce qu'on appelle la non-violence, on disait que surtout il faut travailler jusqu'à appauvrir ou à tarir les moyens de subsistance de l'ennemi. Parce que tant qu'il aura les moyens, il va faire la guerre, il va être en guerre. Le jour où il n'a plus de moyens, et dans cela, votre question, madame, était pertinente, parce que ce n'est pas seulement quand ça finira. Est-ce que dans nos stratégies, nous mettons en place le fait que nous puissions vider, par des procédures judiciaires ou même par des contacts, par des alliances, comme Alphonse disait, par des alliances, parce que toutes les alliances ne sont pas toutes des alliances ouvertes, des alliances avec les systèmes, mais maintenant, comment arriver à faire en sorte que l'argent du Congo, qui est à l'extérieur, soit mis dans des positions qui soient telles que le Congo actuel, le pouvoir actuel, ne puisse pas en jouir. Parce que vous voyez, tous ces chiffres, mais c'est des chiffres étonnants. Mais vous imaginez bien, vous voyez, que quelqu'un qui sort de ce pays puisse dire on n'a pas d'argent. Alors que les chiffres que l'on va défiler, on voit défiler, c'est extraordinaire, c'est énorme. Donc, ça signifie quoi? C'est que ceux qui sont détenteurs du pouvoir, ils ont tout cela à leur disposition. Et celui qui fait partie de la société civile, il n'a même pas de quoi payer son billet de métro, il n'a même pas de quoi faire manger sa famille. Donc vous comprenez que c'est une machine, je dis bien une machine, c'est une machine qui détruit totalement, pas seulement l'espérance, mais également les moyens de combat. Parce que c'est comme combattre un géant, c'est comme, heureusement qu'il y a des David, hein, mais sinon, on a le sentiment qu'eux, ils se sentent des géants. Et je lance, avant de finir et de continuer, l'idée que nos combats, il faut de plus en plus les tourner vers l'assèchement des moyens financiers qui font que ces gens deviennent des véritables brigands, des véritables criminels, parce qu'ils se sentent au-dessus de tout.
Et surtout, peut-être que si Brice, tu continues ton analyse, il faudrait regarder le fait que cette corruption, elle est non seulement elle a gangréné toute la vie politique, tous les politiques, tous ceux qui ont fait la politique au Congo, surtout jusqu'à présent. Il y en a, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 qui ont échappé à cette corruption. Ils vivent de cette corruption. Même quand ils font beaucoup de voyages, avec quoi va-t-il? Avec l'argent du Congo. Donc, souvent, on arrive à des gens qui ont une sorte de double vie par rapport à l'argent. Alors, cela nous conduit à notre texte. Je disais que nous sommes formatés de telle façon qu'on a d'un côté le droit privé et le droit public, on a d'un côté les crimes financiers. Je pense que ce qui a été dit là est suffisamment patent. Il n'y a pas une personne qui soit mieux placée qu'un expert pour pouvoir nous l'exposer. Donc, on a le sentiment que ces argents-là, quand ils sont pris, c'est de l'argent, c'est comme de l'argent de poche. Mais c'est toute l'économie, c'est tout ce que le pays peut produire jusqu'à présent. Et quand cet argent est produit, on a le sentiment, et même quand on en parle, c'est comme si on faisait une sorte de crime de lèse-majesté. En fait, on doit leur dire, et je dirais, on doit travailler de telle façon que, tôt ou tard, mais plutôt tôt que tard, les gens comprennent que cet argent, c'est l'argent du Congo. Vous voyez bien, si j'ai bien suivi, quand l'argent revient, si on pouvait le faire revenir au Congo, ça passe à la banque postale, hein, je crois que c'est comme ça. Ou la BGFI, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les banques du pouvoir. Mais, on a un trésor. On a un trésor. Cet argent devait revenir au trésor. Et comme il avait été dit, un chef d'État ne devrait vivre que de son salaire. En fait, c'est pas du salaire qu'il vit. En fait, à la limite, il suffit qu'il mette la main et il tire ce qu'il veut. Donc, tout est à leur disposition. Alors, comment voulez-vous que les pays avancent? Alors, quand on traite cela, de l'autre côté, il y a eu, j'ai parlé du génocide de Lari parce que j'ai été là moi-même. Parce que j'étais là-bas quand on appelait cela les guerres du poule. Quand on faisait ces guerres, j'ai voyagé, je suis allé à Kinkala. Bonaventure qui est là, doit se rappeler, je suis allé avec des amis qui voulaient absolument connaître la réalité. Je suis arrivé à Kinkala. Kinkala, il n'y avait aucune vie. Je me suis même fait arrêter à Kinkala, là où on appelle Castel Machoua. Je crois que c'est ça, je me suis fait arrêter là-bas. Bon, je crois qu'après, comme on dit, ça vaut la peine d'être connu dans le monde. Hein. Vous avez peur, vous l'avez. Et quand je suis allé à Boko, il y avait la vie, mais la vie normale. Pour les gens qui connaissent, Boko, c'est juste, je ne sais pas, il doit avoir 30 km, je crois, 50 maximum. Là-bas, il y avait la vie normale. Mais dans Kinkala, j'ai mis toute une journée jusqu'à minuit pour quitter Brazzaville et arriver à Kinkala. Donc, je ne peux parler de cela. Lorsque j'ai été contacté par un journal qui s'appelle Iris, je crois que maintenant ils ont changé de nom, c'est un peu l'organe, quand on connaît bien les Nations Unies, avec lesquels les diplomates et les Nations Unies travaillent, on sait, eux ils ont dit, mais nous avons des photos. Et je crois que c'est la seule chose qui a sauvé le monde. Parce que pendant qu'ils faisaient leur guerre, eux, ils ont pris des photos. Et ces photos, l'État congolais ne savait pas qu'ils étaient filmés. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est une politique de terre brûlée. C'est-à-dire qu'en fait, plus rien ne vire. Et il s'est trouvé que ces photos, quand on les a révélées, et en l'occurrence à travers le livre, c'est quoi qu'ils étaient en colère. Quand on les a révélées, ils se sont rendus compte que, en fait, ils mettaient en danger les Laris, mais en réalité, ils se mettaient en danger internationalement.
C'est pour ça que quand j'ai fait une conférence à Genève, ils ont envoyé qu'on appelle ça, ils ont envoyé une délégation, je crois, de 100 personnes. Il y avait Mongala, il y avait celui qui est ministre, beaucoup de gens. Comment? je crois. Il y avait Mongala, je crois. Oui, mais il y avait une multitude de gens. Et ils sont arrivés uniquement pour dire que je mentais et qu'il n'y a jamais eu de génocide. Et il s'est trouvé que, d'ailleurs je l'ai mis dans le deuxième livre qui est peu connu, qui s'appelle L'or et le sang du génocide. Et l'État, ou plutôt les Nations Unies, ont demandé à l'État congolais d'ouvrir simplement les frontières pour qu'il soit envoyé une délégation internationale qui constate s'il y a eu des tueries, si on a tué les gens, on les a mis dans un seul trou, ainsi de suite, voilà. Et curieusement, d'ailleurs, même celui qui m'avait attaqué, qui est devenu ministre, Premier ministre, je pense, Premier ministre, hein, c'est ça. Et en fait, le Congo, que vous l'acceptiez ou pas, a coché, le Congo lui-même a coché qu'il ne voulait pas qu'il y ait une délégation qui soit internationale et qui aille enquêter si le génocide a eu lieu. Moi, j'ai dit que, écoutez, c'est très simple. Si je mens, moi, je suis prêt à assumer. M'inviter là-bas pour que j'aille m'expliquer, mais je pense bien que je suis pas fou. Donc, j'ai dit, si je mens, dans ces cas, ne mettez pas une croix. Or, si vous-même vous mettez la croix, c'est-à-dire que nous, en tant que juristes, on dit, en fait, vous êtes en train de confirmer votre propre condamnation. Donc, le problème du génocide chez le Congo ne se pose plus. Maintenant, la question qui se pose véritablement, c'est la question des moyens. Sans les moyens, on a bien vu qu'on ne peut pas faire la guerre. Mais les moyens viennent d'où? Prenons ce que la plateforme de la société civile au Congo a fait, en disant, voilà, il y a eu 14 milliards, hein, je crois, d'argent qu'on avait gardé pour les enfants, et cet argent n'existe pas. Mais cet argent, nous pouvons l'analyser uniquement sur les terreaux, sur le prisme du crime financier, on est d'accord. Mais qu'est-ce que les enfants qui ne bénéficient pas de ces moyens, ces enfants qui ne vont pas à l'école, on a vu qu'ils sont au moins 400 dans une salle de classe, on crée avec cet argent un génocide des enfants qui ne vont pas. Parfois, je crois que vous êtes comme moi, je reçois parfois des appels, il faut acheter la pharmacie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et en fait, le génocide, quand on regarde l'article 2 de la Convention de Genève, on se rend compte que c'est la volonté de détruire un groupe bien déterminé. Mais quand les enfants, vous les détruisez, vous leur enlevez les moyens que l'État avait décidé de leur garder. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est le génocide. Et surtout que c'est à plusieurs échelles. C'est-à-dire que j'ai reçu je reçois tous les jours des images de la partie nord, où les enfants à l'école, ils ont même des ordinateurs, des petits ordinateurs. C'est vraiment équipé. Et quand tu descends dans le sud, avant, je ne parlais que de la rue, mais quand on regarde maintenant tout ce qui se passe derrière, on se rend compte que nos enfants n'ont même pas, et une photo que j'ai reçue, c'est des briques sur les briques, et les enfants, chacun va avec sa brique chaque matin pour aller à l'école. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir au moins une égalité de traitement? Si ces enfants n'ont pas la possibilité de vivre normalement, on a préparé, on a programmé un génocide
qui peut-être aujourd'hui ne se voit pas, mais qui va se voir après. Quand après, il y a d'autres éléments qui sont importants à noter, tout un peuple ne mange pas. Allez-y à Brazzaville, il paraît que maintenant, à Brazzaville, comme à Pointe-Noire, avoir un repas le soir, c'est un événement. Et même l'avoir à midi, c'est un grand événement. Maintenant, on est en train de vendre les terres. Ce n'est pas une métaphore, cette histoire-là. C'est une réalité. C'est le pays qui est en train de partir. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est le génocide. Parce que détruire, toujours dans l'exégèse que l'on peut faire de l'article 2, détruire un peuple, c'est tout simplement faire que, on programme qu'aujourd'hui on nous fait la guerre, mais dans 5-10 ans, ce peuple n'existera plus. J'ai intervenu dans des débats pour défendre tout ce qui se passe dans l'Est du Zaïre, l'Est du Congo. Mais ça a commencé de la même manière. Maintenant, les gens, pour vivre, à la limite, ils fouillent. Ils fouillent. Quand vous regardez tout ce qui est à Goma et tout cela, c'est quand même pas la vie. Mais nous, on a vu cela. Et voilà que le Congo est en train de trader ses terres. Est-ce que ça, ce n'est pas la continuité du génocide? Ce n'est pas la destruction? Alors maintenant, est-ce que si le Congo était un État faible, pauvre, si Sassou n'avait pas d'argent, vous êtes sûr qu'il ferait ce qu'il fait? Il continuerait, pardonnez-moi l'expression, à s'en foutre. Non. Si toute cette partie avait des moyens égaux que ceux que l'État utilise, vous êtes sûr qu'ils allaient faire ça? Non. Nous, on a commencé par paupériser, faire en sorte qu'ils n'aient pas des moyens. Et comme ils n'ont pas des moyens, la conséquence, elle est immédiate. On peut faire d'eux ce que nous voulons. On a entendu Okemba dire, peut-être c'est cela, c'est une phrase qui existait, disons qu'on a tué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Le ciel n'est pas tombé. Le ciel n'est pas tombé, évidemment. S'il a vu le ciel tomber, il fuirait. Mais puisque le ciel ne tombe pas, il va continuer. Ils ont tué le poule. Et nos enfants sont pensés, madame, je ne vous demande pardon, mais à nos mamans et nos sœurs qui ont été violées et qui continuent à l'être. Qui continuent à l'être. Et il faut également, et c'est important de dire, faire en sorte que personne, le monde entier, ne soit pas au courant, mais uniquement à cause des moyens. Donc, je dirais, il y a une conséquence logique. On ne peut pas faire un génocide, on ne peut pas faire des crimes humains, quelle que soit la forme, sans qu'il y ait l'arme financière, sans qu'il y ait de l'argent de ce même peuple. Et c'est peut-être pour ça que les Congolais ne réagissent pas, parce qu'ils ne voient pas que c'est avec leur propre argent qu'on est en train de détruire. Qu'est-ce qu'un Sassou qui vend une partie du Congo, quelle que soit la forme juridique qu'on a donnée, alors qu'il est en train de mourir? C'est-à-dire qu'il est en train d'achever, c'est l'achèvement de son œuvre, depuis le début. Donc, quand vous dites, ou quand les gens pensent que d'un côté on peut traiter du crime financier et de l'autre du crime de sang, ce n'est qu'une, comment je peux appeler cela pour être poli, ce n'est qu'une naïveté. Ce n'est qu'une naïveté. Il faudrait savoir que non seulement on ne peut pas faire la guerre si on n'a pas d'argent, mais également on ne peut pas faire la contre-guerre si on n'a pas la maîtrise de l'argent. Et donc, nous sommes, et c'est l'intérêt de cette conférence, c'est l'intérêt de ce que Alphonse nous a dit, l'intérêt aussi de ce que Brice nous dit, il faut
souvent les actions qui sont menées par les Congolais sont des actions pauvres, mais financièrement pauvres. Mais les autres, je me rappelle quand j'étais conseil, je pense que je peux le dire, d'un groupe palestinien, mais j'étais étonné de voir qu'ils avaient des cargaisons de pétrole qu'ils vendaient pour faire de l'argent. Et nous, souvent, il n'y a que la bonne volonté, mais elle ne tiendra pas longtemps. Donc, il n'y a pas de crime de sang sans crime financier. En même temps, il n'y aura pas d'arrêt de cette criminalisation de la vie politique congolaise si nous n'organisons pas la dimension financière. Et pour finir, je voudrais vous rendre sensible à un point important. Le droit a développé, il n'y a pas longtemps, un concept qui s'appelle pollueur-payeur. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, c'est surtout dans l'environnement. C'est-à-dire celui qui pollue, c'est celui qui paye. La question que l'on peut se poser, est-ce que ça soit l'argent? Non, ça soit l'argent. Mais il y a des gens qui lui donnent l'argent. Et en l'occurrence, les pétroliers. En clair, c'est que cet argent qui devait revenir au trésor, et parfois même, je crois qu'il s'est contractualisé même avec Total. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appelaient des abonnements. Et ça, c'est comme une sorte de prime qui est donnée directement au chef d'État, Bongo, Sassou, tout ce monde-là, mais qui faisait qu'ils étaient indépendants d'abord financièrement, par rapport aux autres Congolais, aux autres Gabonais, et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'on trouve maintenant des milliards chez le Premier ministre et tout ce monde-là. Mais également, c'est qu'on a, jusqu'à présent, Verschaab l'avait vu, on n'a pas mis en cause les vrais investisseurs du génocide ou les crimes de sang. Cela est important à comprendre, parce que c'est ça la source. Et là, je le dis surtout à des juristes qui sont là, que si vous n'arrivez pas à bloquer la source d'argent, si ceux qui ont financé jusqu'à présent sont toujours mis hors de toute incriminalisation, il est clair que cet argent viendra toujours pour abonder les caisses de ceux qui veulent faire la guerre, qui veulent faire sortir le sang de ceux qui sont les programmeurs du génocide. Il vous faut, à mon sens, comprendre que sans argent, il n'y a pas de génocide. Sans argent, ils ne feront pas le va-t-en-guerre. Mais eux, ils se croient tellement à l'abri parce qu'ils sont tous les jours que Dieu a fait, quand il y a des cargaisons, on bloque de l'argent pour eux. Donc, en réalité, les vrais pollueurs, en réalité, les vrais, les criminels en premier, c'est ceux-là qui, au lieu de verser l'argent au trésor du Congo, versent de l'argent dans les comptes de ces banques. Je ne sais pas comment il s'appelait ce monsieur qui avait mis en place ce système d'abonnement, mais il avait bien dit que l'argent est viré directement sur les comptes de ces personnes. Oui, merci beaucoup. Donc ça signifie que tant qu'ils existeront, ce n'est pas le Congo qui aura l'argent, mais
et Sassou et consorts auront de l'âge. Loïc a dit aussi. Oui, Loïc, je sais. Donc, je crois que c'est important, et je finirai par là, de déplacer le curseur de l'analyse. Malheureusement, la situation au Congo-Brazzaville ne soit pas plus, comment dire, su et connue dans le débat public. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de relativisme. On compare avec d'autres pays qui défraient la chronique parce qu'il y a des coups d'État dans la période récente, pas dans la même partie du continent africain. Et je pense que c'est extrêmement important que les diasporas, ceux qui ont des attaches avec le Congo-Brazzaville, permettent, et moi c'est à travers les réunions que vous faites ici, d'éclairer. D'ailleurs, j'en profite pour poser une question. Il y a un groupe d'amitié Congo à l'Assemblée nationale. Oui. Et c'est qui vos interlocuteurs, enfin, quels sont ceux avec lesquels vous arrivez, y compris à faire valoir la parole et l'expression des oppositions dans ces groupes-là? Parce que les groupes d'amitié dans les pays qui sont, comment dire, à discussion, on va dire ça pudiquement, c'est toujours compliqué la manière dont on utilise les groupes d'amitié. Je vous prends qu'un seul exemple. Hier, le groupe d'amitié France-Azerbaïdjan s'est autodissous, forcément, parce qu'on a l'Azerbaïdjan qui fait de l'épuration ethnique face aux Arméniens au Karabakh. Donc les gens ont dit qu'on ne peut plus continuer dans le groupe d'amitié parce que ça donnerait l'impression de soutenir. Voilà. Donc il faudra que vous m'expliquer aussi comment vous y prenez. Voilà. En tous les cas, soutien et force. Voilà. Nous ici, nous sommes un groupe de réflexion. Ouais. Pour voir comment peut-on rebondir dans le cas actuel Congo-Brazzaville, où il y a la dictature. Ouais. Dès que tu dis un mot, eh bien, c'est la prison, on le tue. On a beaucoup de gens aujourd'hui en prison parce que Gilles Troisième, il s'est présenté aux élections et on l'a mis en prison. Il n'y a pas que lui, mais on a quelqu'un ici qui a fait aussi la prison. Il peut témoigner de ce qu'il a vécu. Si on peut lui donner 5 minutes. Ces dernières années, là où il y a plus longtemps? Récemment, ouais. Il y a 2 ans. Pendant combien de temps? Monsieur le député. Allez-y sur le micro, comme ça, vous n'aurez pas à forcer la voix. Le petit bouton rouge, le petit bouton vert. Oui. Il marche pas? Merci beaucoup. Non, il marche pas les micros, autant pour moi. Ouais. Si? C'est rien, ça. Non, ils les ont pas activés. Bon, mais merci beaucoup Je devais intervenir, mais quand j'ai suivi le début de la conférence de notre frère et ami, expert en pétrole et mines, je suis obligé de faire court. Le 11 mars 2021, au Congo, nous étions en pleine campagne électorale. Et les dispositions légales sont ouvertes. C'est-à-dire que les associations, les partis politiques peuvent s'exprimer. Parce qu'on est en campagne électorale et surtout présidentielle. Et le 11 mars, je sortais de chez moi et 3 bons agents de la sécurité d'État qu'on appelle maintenant chez nous le CID, dont je connaissais le lieutenant qui a conduit le groupe, parce qu'on a déjà eu affaire à ce monsieur qui torture surtout les activistes des défenses des droits de l'homme. Ils étaient armés, ils avaient des PMK dans la voiture, ils avaient des PA au ceinturon. Et pendant 15 minutes, nous nous sommes débattus. Comme disait notre grand frère Nalagraï, la vie, elle est très importante. J'étais obligé de me laisser faire et ils m'ont marqué. Les jeunes qui étaient là, qui ont assisté, sont pratiquement informés ma famille. Parce que c'était à quelques encablures de ma maison, de ma villa, au centre-ville. Et elle a informé les organisations de défense des droits de l'homme qui ont donné l'alerte au niveau des réseaux sociaux et informé nos partenaires internationaux.
Pendant un mois, j'étais gardé sans que l'avocat, que les associations de défense des droits de l'homme avaient pu mettre à ma disposition, n'ait pu rentrer en contact avec moi. Et on a inventé toute une série de problèmes. Le but, c'était que je dénonce le général Michel Moukoko, qui était en prison avec le ministre Komi Salissa, que je dénonce certains dirigeants des partis politiques, Clément Mirassa et Paulin Makaya, qui venaient de sortir de prison, que je dénonce certains activistes de la société civile, que nous étions en train de préparer un coup d'État contre le régime en place. Lorsqu'on est parti faire la perquisition chez moi, qu'est-ce qu'on a trouvé comme élément? On a trouvé des photos de 3 dirigeants du 22 février, Diawara, Matoupapolo et Ikoko, une photo de Che Guevara et une deuxième photo de Che Guevara avec Fidel Castro. Et je leur ai dit, mais ce ne sont pas des éléments de preuve pour faire un coup d'État. Je suis parti soulever... Et votre casquette aussi pourrait être une pièce à charge contre vous. Et ils étaient gênés, mais on m'a gardé un mois. À l'époque, j'avais 77 ans. Je dormais à même le sol. Les cafards, les rats, les moustiques. On était à côté des sanitaires, donc des odeurs nauséabondes. Il y avait la mousse sur les murs. Et quand il pleuvait, l'eau tombait sur moi. Un mois après, c'est là où, quand on nous a déféré devant le procureur général, qu'on a pu rencontrer notre avocat. Mais le dossier étant vide, il ne pouvait pas organiser un procès. Mais comme il y avait une mobilisation générale au niveau du pays, les organisations mettaient des affiches et à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ils mettaient le jour, la police viendrait les enlever la nuit, le lendemain, ils le remettaient. Face à la mobilisation des patriotes de la diaspora en France, en Allemagne, en Roumanie, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et surtout face à la solidarité militante des organisations de droits de l'homme partenaires en France, au Canada et aux États-Unis, le gouvernement, parce que j'avais jugé que s'il y a un procès, il faut que le procès soit radio-télévisé. Parce que le ministre de la Communication avait proclamé haut et fort sur les voies de RFI qu'il y avait des preuves tangibles qui ont conduit à mon arrestation. Et les preuves tangibles, c'était les photos. Alors je ne savais pas qu'on m'avait donné autant de pouvoir que je pouvais par une baguette magique faire vivre Che Guevara, Fidel et les Diawara, les Matupa pour venir faire un coup d'État. Et c'est dans la honte, on n'a pas pu organiser le procès. Et je suis en liberté provisoire. Et j'ai encore ici ma tenue de prisonnier. J'ai ma tenue de prisonnier. Numéro 298. Ça, c'est ma tenue de prisonnier que je garderai jusqu'à ma mort pour que ça soit un jour au musée de la liberté. J'ai pu, par des tractations, la corruption étant une maladie endémique chez nous, et j'ai pu sortir par l'aéroport international. Parce qu'avec l'argent, on peut tout acheter au Congo.
j'ai pu sortir. Parce que vous aviez une interdiction de quitter le territoire, Je j'imagine. ne pouvais pas sortir Oui, puisque vous êtes en préventif, en détention. je suis Ouais. en liberté provisoire. Voilà, c'est ça. Donc à chaque moment, on peut me mettre la main dessus. Et je suis venu ici comme j'étais sérieusement malade. Pendant 1 an, il a fallu d'abord que je me soigne. Et là, je marche même avec une canne. J'ai l'œil droit qui ne voit plus parce que les lumières, les cellules m'ont grillé la rétine. Mon ophtalmo m'a injecté 20 fois dans la rétine pour que je puisse au moins voir flou avec cet œil. Alors, devant autant de traumatismes que je garde en moi, est-ce que je peux soutenir une dictature? Mais nous, notre problème, c'est lequel? C'est le soutien que les dictatures africaines reçoivent de l'Europe. Et dans le cas particulier du Congo, de la France. Parce que c'est M. Chirac. Et il a reconnu, au cours de son séjour à Rwanda, c'est lui qui avait demandé aux Angolais d'envoyer l'armée pour faire le coup d'État du 5 juin 1997 contre un président démocratiquement élu. Et c'était la première élection libre, démocratique, qui s'est passée dans notre pays. Et lorsque moi j'entends ici qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique, je rigole. Nous avons fait des études ici. Moi j'ai fait Paris 5. René Descartes. Je ne parle pas chinois. Je ne parle pas russe. Je ne parle pas yiddish. Mais je parle français. Mes enfants sont nés ici. Certains sont mariés à des Françaises. Donc j'ai des petits-enfants franco-congolais. Comment est-ce qu'on peut dire que nous soyons en Afrique anti-français? Non, nous sommes contre la politique de l'oligarchie politique et militaire et financière contre nos pays. Avec la capacité d'analyse que j'ai, je n'ai jamais considéré que mon pays était indépendant. Parce que les accords coloniaux qui nous lient, qui nous ont été imposés par la France, par De Gaulle, jusqu'à présent nous empêchent d'être souverains. Lorsque nous parlons de la dette coloniale, qu'est-ce que la France a laissé en 1960? C'est le CFCO, chemin de fer Congo-Océan, qui a été construit pour les intérêts de la France. Parce que toutes les matières premières qui venaient de la partie nord du pays, qui venaient de Lubangui-Chari, et le manganèse qui venait du Gabon, devait passer par ce chemin de fer pour aller jusqu'à la mer. Donc, voilà le problème que nous avons. Et ce que nous demandons aux autorités politiques françaises, c'est de nous accompagner pour que ça change. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Mais nous aussi, on a besoin d'être libres. On a besoin d'être égaux. On a besoin qu'il y ait la fraternité entre les citoyens de notre pays. Il faut que la France nous accompagne. Qu'est-ce que les dictatures peuvent donner à la France que les démocrates, les progressistes ne peuvent pas donner? Mais nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Et comme disait Aimé Césaire, nous ne voulons pas donner raison pour dire que le malheur de l'Afrique est d'avoir
d'avoir rencontré la France. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si moi je pense que nous pensons que. Oui. Parce que vous connaissez l'histoire du brevet français. Oui. Et alors, quel est l'état du mouvement, justement, des activistes dans la société civile congolaise? C'est-à-dire qu'il est clandestin, il a pignon sur rue, il est visible, et donc il est menacé par des coups de pression comme celui que vous avez subi. Enfin, c'est quoi le niveau d'intensité? C'est-à-dire que l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale qui est au pouvoir dans notre pays par le système du parti unique est très vicieux. Ils sont très vicieux. Tant que vous volez l'argent, vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous refusez de recevoir leur prébende, dès que vous dites non, mais le Congo-Brazzaville est devenu une prison assez ouverte. Pendant les 4 mois et 3 jours que j'ai passés en détention, en dehors des têtes d'affiche comme le général Mokoko et le ministre Okomi Salissa, mais il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup des officiers de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Il y a beaucoup des anciens qu'on appelait les anciens membres des milices. Mais ils sont nombreux. Qui ne sont jamais présentés devant des juges. 3, 4, 5 ans. Et c'est parmi ces gens qui sont dans les prisons qu'on recrute des adeptes pour surveiller ceux qui ne sont pas d'accord et qui font le sale boulot de transmettre à la direction des prisons tout ce qui se passe dans les cellules. Le trafic, il y a un trafic de chanvre, un trafic de cigarettes, un trafic de marchandises. Pour pouvoir avoir accès à une visite, il faut débourser des sous. Et dès qu'il y a une incarcade, mais on vous met en cellule. Donc, ce n'est pas seulement les opposants politiques qui sont en prison, mais il y a aussi les activistes d'opinion. Il y a les jeunes de ras-le-bol d'une organisation de jeunesse. Nous sommes légalement reconnus. Mais fonctionnellement, on ne peut pas exercer. Donc il y a une reconnaissance de façade. Oui. Mais les conditions d'exercice sont à chaque fois sont violées. Et donc tout le monde intériorise la contrainte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rassemblements publics, il peut y avoir des permanences d'avocats ou ce genre de choses. C'est pas possible. La peur, même au niveau des avocats, il y a des avocats qui refusent de vous défendre. Même au niveau des avocats. Il faut être en France pour voir des avocats congolais accepter des dossiers aussi difficiles. Mais ceux qui sont au pays, mais ils se sont des pères de famille, ce sont des chefs de famille. La peur, tant qu'on ne la dépassera pas, eh bien, ce sera difficile. Parce que les méthodes qu'ils emploient, les services de sécurité, ils sont formés par qui? Les gendarmes, les militaires, les policiers. Ils sont formés par les gars de la DGCE. Ils sont formés.
je ne veux pas vous allonger parce que j'ai posé plein de questions, mais vous allez avoir un programme, vos conférences. Monsieur le voilà. député, Ouais. je pense qu'il a avancé un point intéressant. Si, je le permets, on reviendra uniquement que pour ce point-là, parce que c'est très important qu'on sache les crimes humains qui sont passés, le génocide qui s'est passé.